présentation du problème, modélisation du problème et résolution. On a un véhicule 3 roues, bref, qu'on modélise de façon assez simplement en 1D, en tout cas sa suspension. Le lien qu'on aura entre l'habitacle et le châssis va se faire par une suspension qui est modélisée par un amortisseur et un ressort en parallèle. Donc là, on vous donne des valeurs numériques de la masse de l'habitacle, plus un d'amortissement de l'amortisseur et de la raideur du ressort. Le cahier des charges ici nous dit que dans le cas où on a un défaut d'excentricité au niveau de l'axe de la roue, c'est l'accélération verticale de l'habitacle qui doit rester inférieure à 1 mètre par seconde au carré pour un défaut de 0,3 mm. Défaut d'excentricité, ça veut dire que l'axe de la roue n'est pas confondu avec l'axe de symétrie de la roue. Donc, on va avoir un effet d'oscillation verticale du châssis qui va générer, par le biais de la suspension, une oscillation verticale de l'habitacle. Et c'est justement avec ce défaut d'excentricité, voir quelle sera l'accélération maxi ici qu'on pourra avoir. Alors, 1 mètre par seconde, pourquoi? Parce qu'un mètre par seconde, c'est à peu près 0,1 G. Et puis, on sait qu'à 0,1 G, c'est à peu près la limite physiologique du confort. Au-delà, on commence à se sentir pas très bien. Modélisation du problème. Il faut résoudre le problème dans le domaine de la place. Donc, on repart de cette équation différentielle-là. On suppose que les conditions initiales sont nulles, à savoir que la position initiale de l'habitacle est nulle et sa dérivée par rapport au temps également. C'est-à-dire que l'habitacle part avec une vitesse initiale nulle et une position nulle. Alors, position nulle, ça veut simplement dire que l'origine du repère d'observation, elle est alignée avec la position de repos du système. Cette équation différentielle-là résulte du principe fondamental de la dynamique, même plus particulièrement du théorème en résultante de la dynamique. C'est-à-dire c'est une projection du principe fondamental de la dynamique uniquement sur une direction verticale, Y. Voilà ce qu'on obtient. Donc ça résulte d'un bilan d'action mécanique. Et puis là, vous avez la masse fois accélération. C'est la deuxième loi de Newton. Alors on pose gamma, qui est la dérivée seconde de la position. Donc ça sera sur gamma qu'on va bien sûr vérifier le critère d'accélération maxi. Alors pourquoi est-ce qu'on fait une étude fréquentielle? C'est parce que si la roue tourne à vitesse constante, qui sera oméga, en radians par seconde, c'est la pulsation de rotation de la roue, et on aura un mouvement vertical qui sera sinusoïdal. Donc ça veut dire que l'entrée, si on considère que l'entrée c'est le déplacement du châssis inférieur, type sinusoïdal. Donc la sortie va en régime permanent normalement se comporter comme une fonction sinusoïdale. Et là l'objectif c'est justement de caractériser cette fonction-là. Donc résolution du problème, on commence par écrire la fonction de transfert, la mettre sous forme canonique. Donc là, on voit bien qu'on a un premier ordre au numérateur et un deuxième ordre au dénominateur. Cette fonction transfert-là, c'est ce qui a été détaillé dans le cours avec donc, le tableau de variation. On a ici deux pulsations caractéristiques. Pour un premier ordre, on a une pulsation qui sera l'inverse de la constante de temps. D'accord, il faudra qu'on calcule. Mais en tout cas, on a les trois coefficients caractéristiques, la constante de temps, ici on peut faire l'application numérique avec ce qui vous est donné, ça fait 1,4 10-2 secondes. La pulsation propre, les valeurs qui vous sont données, ça vous donne 28,3 et puis le coefficient d'amortissement, on trouve 0,2. Alors déjà là, on va plus s'intéresser à la même fonction de transfert que dans le cours, on va s'intéresser à H2P, qui est le rapport de l'accélération sur E dans le domaine de la place. Là, je vous demande de l'expliciter, de la mettre sous forme canonique. Alors pour ça, on va quand même essayer de se servir de ce qu'on a fait avant. Donc le H2P, finalement, on peut s'apercevoir que c'est H0 fois P carré, puisque ici, pour passer de gamma à E, on peut faire intervenir S. Gamma sur E, c'est gamma sur S fois S sur E. Et là, on retrouve bien H0 de P. Donc, c'est plutôt pratique d'utiliser cette décomposition-là. Et on trouve cette expression. Donc là, par rapport à ce qu'on a vu dans le cours, c'est assez similaire. Ça veut dire que là, vous avez un premier ordre au numérateur, un deuxième ordre au dénominateur. Mais par contre, vous avez un P carré là. Donc le P carré, c'est une double dérivation qu'il va falloir mettre en place dans le tableau. Il faut donc se donner pour chaque fonction de transfert une caractéristique. Donc le mieux, c'est de leur donner un nom, donc dans l'ordre H1, H2, H3, de manière arbitraire, il n'y a pas forcément de préférence, ça n'a pas d'importance. Le double dérivateur, le premier ordre au numérateur et le deuxième ordre. Ici, on n'a pas de gain statique. Si vous regardez, la fonction de transfert est telle que le gain statique est unitaire, donc il n'y a pas de question à se poser sur quelle fonction de transfert je mets le gain statique. S'il y avait une question à se poser, il aurait été préférable sans doute de le mettre sur le double dérivateur. Donc on a un premier ordre de numérateur, un deuxième ordre. Maintenant, on va préciser donc les pulsations caractéristiques qui doivent être, il doit y en avoir au moins une par fonction de transfert élémentaire. Donc c'est ce qu'on va préciser ensuite. Donc on a un double dérivateur avec pulsation caractéristique égale à 1 radian par seconde. On a le premier ordre de numérateur qui a pour pulsation caractéristique 1 sur tau. Alors ça, on ne l'a pas vu dans le chapitre 2, mais dans le chapitre 3, si vous avez regardé la vidéo,
j'ai reprécisé le comportement d'un premier ordre de numérateur, on s'est bien aperçu qu'il y avait une pulsation caractéristique qui était assez similaire à celle qui était la même qu'un premier ordre de dénominateur. Ici égal à 71,4 radians par seconde. Et le deuxième ordre, on a un coefficient d'amortissement égal à 0,2. Ça veut dire qu'il est inférieur à 1 et donc que les pôles de cette fonction transfert, à savoir les racines du dénominateur, sont complexes. Donc, ça veut dire que je ne pourrais pas factoriser par un produit de deux premiers ordres. Ça veut dire qu'on va laisser tel quel et donc on n'aura bien qu'une seule pulsation caractéristique que j'appelle oméga 3, qui ici vaut du coup oméga 0 égale à 28,3 radians par seconde si on se fie donc aux applications numériques qu'on a pu faire juste précédemment, qui est aussi la pulsation de cassure. Donc l'étape d'après consiste à trier ces pulsations. Donc on s'aperçoit que la plus petite c'est oméga 1, ensuite on a oméga 3, puis oméga 2. Et c'est ce qui va me permettre de construire mon tableau. Ce qui va faire la différence par rapport à ce qu'on a vu dans le cours et dans l'exemple précédent, c'est qu'ici, on a 3 pulsations caractéristiques. Ça veut donc dire qu'on aura 4 intervalles. Donc de 0 à oméga 1, de oméga 1 à oméga 3, de oméga 3 à oméga 2 et de oméga 2 à plus l'infini. Et on aura donc le comportement sur chaque pulsation caractéristique. Donc ça va vous faire un tableau un peu plus conséquent. Les 4 intervalles, oméga 1, oméga 3, oméga 2, sur chaque intervalle, on dédouble les colonnes pour avoir le comportement asymptotique en gain, donc les pentes et puis la phase, et puis les jonctions. Là, on précise les points de passage. Donc le H1 de P, c'est le double dérivateur. Donc on aura une pente constante. Un dérivateur pur, c'est plus 20 décibels par décade. Un double dérivateur, c'est plus 40. Bon, la phase, elle va avec, plus 180 degrés. Le point de passage qu'on choisit, c'est oméga 1, qui est la pulsation de gain nul. On peut vérifier que P carré, si je remplace donc P par J oméga, ça va faire moins J oméga le tout au carré, donc ça va faire moins oméga carré. Le gain de moins oméga carré, c'est oméga carré. Si je remplace oméga par 1, on aura un gain du coup unitaire, donc un gain en décibels égal à 0. C'est bien ce qu'on obtient là. Donc un point de passage. Après, par continuité, par prolongement, on obtient les autres. Ensuite, pour le H2, qui est le premier ordre au numérateur, il va casser en oméga 2 et on aura une pente, vu qu'on a un gain unitaire, et on aura les points de passage qui vont valoir 0 et des pentes nulles au départ jusqu'à aller oméga 2. Et ensuite, on va avoir une pente positive puisque c'est un premier ordre au numérateur et avoir une phase qui va avec plus 90 degrés. Et enfin, le H3 qui est un deuxième ordre avec un gain unitaire. Donc une pente nulle et puis un gain nul sur les points de passage jusqu'à oméga 3 inclus. Et puis après, au-delà, on va avoir une pente de moins 40 décibels par décade et une phase de moins 180 degrés. Et avec la continuité. Il ne reste plus qu'à sommer donc, ces trois colonnes. On vérifie, donc plus 40, plus 180, 0, plus 40, plus 180, continuité avec 0 qui donne continuité, 0, 0, continuité, plus 0, continuité, plus 40, moins 40, 0, plus 20, plus 20, plus 180, moins 180, 0, plus 90, plus 90. Il faut vérifier qu'avec ce tableau, on soit capable de tracer le diagramme asymptotique. Pour cela, il faut vérifier qu'on n'ait pas continuité tous les points de jonction. Il se trouve qu'il y a un point de jonction, oméga 1. On connaît le gain, la valeur du gain asymptotique, 0. Donc ça nous fait un point de passage et on sait qu'on connaît toutes les pentes, donc on va pouvoir en déduire le tracé complet. Donc on va partir de ce point-là qui vaut 1 radian par seconde. Premier point qu'on va construire, il va être ici. Et on sait que de là, on va partir de part et d'autre avec plus 40. Alors à gauche, on ne partira pas, parce que là, vous voyez, sur l'échelle qui vous est proposée, on ne s'intéresse pas à ce qui est à gauche. Et après, à droite, on sera à plus 40 décibels par décade. Donc le point de passage, je peux le retracer ici. Plus 40 jusqu'à atteindre du coup oméga 3. Ici, ça devait être oméga 3 qui valait 28,2. Et puis après, on a oméga 2 qui valait 74 radians par seconde. Donc c'est ce qu'on obtient là. Donc une pente de plus 40, après une pente nulle, donc une droite horizontale, puis une pente de plus 20 décibels par décade. Donc là, on voit qu'on a une pente qui est 2 fois moins importante que de ce côté-ci. Ces points-là, finalement, on ne les a pas calculés. On n'a pas calculé leur valeur, on les a déduits par continuité. Donc c'est ça que ça veut dire dans le tableau continuité, c'est que finalement, par prolongement, par construction graphique, on les obtient. Pour la phase, aucune difficulté, donc que des droites horizontales. Alors, on les fait se casser avec des branches verticales au final, en chaque pulsation caractéristique. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, la question qui suit, c'est préciser l'allure du diagramme de Bode réel. Donc, pour ça, il faut avoir une petite idée de comment se situer le diagramme réel par rapport au diagramme asymptotique. Alors, pour ça, on a des petits indicateurs selon les fonctions de transfert élémentaires qu'on a. Donc là, on a 3 fonctions de transfert élémentaires, le double dérivateur, le premier ordre, le deuxième ordre. Pour le double dérivateur, pas de problème. C'est dans les familles des dérivateurs intégrateurs. Là, il n'y a aucun souci puisque les diagrammes de Bode asymptotiques sont exactement les mêmes que les diagrammes réels.
Donc finalement, ici, on ne s'intéresse pas. On sait que ça ne va pas générer de déviation entre le diagramme réel et asymptotique, les intégrateurs, dérivateurs, etc. Donc par contre, il faut se focaliser sur le premier ordre et le deuxième ordre. On va commencer par le deuxième ordre. Le coefficient qui va me permettre de quantifier finalement l'écart entre le diagramme réel et asymptotique, c'est le coefficient d'amortissement. Le coefficient d'amortissement va nous donner des indications en ce qui concerne la présence ou non de résonance. Ici, il se trouve que le coefficient d'amortissement est inférieur à 1 puisqu'il est égal à 0,2. Il est inférieur à 1, certes, mais surtout le fait qu'on n'ait pas de résonance parce qu'il est inférieur à racine de 2 sur 2. Ça vient du domaine de définition de l'application de résonance. En faisant l'application numérique, on trouve 27,1. Donc vous voyez, c'est quand même assez proche, ça faut retenir, c'est quand même toujours assez proche de l'application propre. Sur le diagramme de Bode, finalement, vu qu'on est en échelle logarithmique pour les pulsations, on aura du mal à distinguer la pulsation de résonance et la pulsation propre. Ils sont relativement proches, d'autant plus en échelle logarithmique. Le gain de surtension, ça va être important, c'est ce qui va nous permettre de quantifier le pic de résonance. Donc, c'est le pic de résonance par rapport au diagramme asymptotique, en fait. Ça va être l'écart. Pour l'avoir en décibels, il faut le passer en décibels. Donc, bien entendu, ici, c'est 20 log. Si on fait l'application numérique, on trouve 8,1 décibels. Alors, ces deux valeurs-là, on va pouvoir les placer sur le diagramme de Bode asymptotique. C'est ce qu'on a ici. Supposez que la pulsation de résonance est très proche de la pulsation propre. La pulsation de résonance est légèrement à gauche de la pulsation propre. Et puis, on a mesuré ici 8,1 décibels. Donc, ça fait un tout petit peu moins que la moitié d'une graduation verticale. Et donc, ça me donne un point de passage. Alors après, il faudrait qu'on en ait d'autres. Moi, là, je l'ai tracé parfaitement. Mais après, donc, on a l'allure du tracé en phase. Là, qui, bon, pareil, il faudrait qu'on calcule quelques points de passage. Voilà, il est tracé exactement. J'ai fait ça avec un outil de tracé numérique. Vous, ce que vous pouvez simplement faire, c'est ce point de passage-là. Alors après, ici, normalement, on doit avoir à peu près plus 3 décibels. On devrait avoir plus 3 décibels exactement si la résonance qui était là n'avait plus d'influence en cette pulsation-là. Sauf que là, si vous regardez, les deux pulsations sont relativement proches. Elles ne sont même pas espacées d'une décade. Donc, ça veut dire que la résonance a quand même une influence sur cette pulsation ici. Donc, on doit être à 3-4 décibels. En tout cas, ça vous fait un petit point de passage ici à plus 3 par rapport au diagramme réel. Donc voilà ce qu'on peut obtenir avec un peu plus de précision. Il faut qu'on détermine la plage de pulsation pour lesquelles on peut vérifier le cahier des charges. Alors il faut que l'accélération verticale soit inférieure à 1 mètre par seconde quand on a un défaut de 0,3 mm. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait un gain en décibels qui doit vérifier l'inégalité suivante. Il faut que le gain soit inférieur. Donc là, on a 20 log du rapport en fait de l'amplitude de sortie, donc de gamma. Ça, c'est le gamma, l'amplitude de gamma. Et là, on a mis donc l'amplitude d'entrée. L'entrée, c'est le défaut d'excentricité au niveau de la roue. Donc, si on fait l'application numérique, on trouve 70 décibels. Le mieux, c'est de reporter 70 décibels, donc de faire un tracé. Alors, ça sera exactement entre 60 et 90, tracer une droite horizontale. Alors, on s'aperçoit que cette droite horizontale va couper le tracé asymptotique, vous voyez, quand même relativement assez loin des pulsations caractéristiques. Donc, on peut supposer quand même que la résonance, elle n'a plus trop d'effet. Donc, quand elle n'a plus trop d'effet, le tracé réel est assez proche du tracé asymptotique. Donc, on peut plutôt faire confiance au tracé asymptotique. Ça, c'est une hypothèse qu'on peut faire. Et puis, ça veut dire que là, ce que j'ai surligné, là, rouge clair, eh ben, ça veut dire que cette zone-là est interdite, puisque là, en fait, on va avoir une accélération qui sera supérieure à 1 mètre par seconde au carré lorsque on a une amplitude égale à 0,3, parce qu'on a un gain supérieur à 70 décibels. Alors qu'ici, toute cette zone-là, on a un gain inférieur à 70 décibels. Donc, ça veut dire que l'accélération restera toujours inférieur à 1 mètre par seconde au carré. Donc, on peut regarder jusqu'à quand, en fait, jusqu'à quelle pulsation ça peut fonctionner. Donc là, on peut regarder. Ici, on a 100 radians par seconde, ici 200. Donc là, vous voyez, vous êtes entre 200 et 300. Alors moi, j'ai pris une petite marge. Je me suis mis là même. J'ai pris un petit coefficient de sécurité. Dans le corrigé, j'ai précisé qu'on restait inférieur à 200 radians par seconde. Pour déterminer cette plage de fréquence, on peut tracer droite horizontale à 70 décibels, déterminer la plage de fréquence correspondante. Alors, ce que j'appelle fréquence, attention, parfois, je parle de fréquence ou de pulsation. Fréquence, parce qu'en anglais, on parle de frequency pour la pulsation. On sait que la pulsation et la fréquence, c'est la même chose à une constante près qui est égale à 2π. Donc, on sait que gamma de t, c'est de la forme une amplitude, que j'appelle gamma 0, oméga t, plus un retard, que j'appelle phi. Car l'entrée est sinusoïdale. L'entrée de la forme E de t égale une amplitude E0, veut plutôt, si vous voulez, que gamma de t reste inférieur à 1 mètre par seconde au carré. Donc, pour vérifier ça, en fait, vu que gamma de t est borné par gamma 0, vu que là, on a une fonction sinusoïdale, il suffit de vérifier que gamma 0 soit inférieur à 1 mètre par seconde au carré. Et là, c'est gagné. On sait que le gain en décibels du rapport des amplitudes, donc du rapport des amplitudes entre la sortie et l'entrée. Donc, l'amplitude de sortie, c'est gamma 0, et l'amplitude d'entrée, c'est E0. Pour un E0 égale à 0,3 mm. Pour vérifier que gamma 0
soit inférieur à 1 mètre par seconde, il faut bien que le gain soit inférieur à 20 log de 1 mètre par seconde sur 0,3 10 moins 3. Et ça, si vous faites l'application numérique, ça fait 70 à peu près, un tout petit peu plus de 70. La bande passante, hein, c'est la plage de pulsation à laquelle on vérifie cette inégalité. Donc voilà, poser 70 décibels et on trouve cette plage de pulsation-là, inférieure à 200 radians par seconde. On vous donne le rayon de la roue. Ça veut dire qu'on peut, ce 200 radians par seconde, c'est directement lié à la vitesse de rotation de la roue. Alors si on suppose que le véhicule roule sans glisser, alors ce qui peut préciser dans l'énoncé, mais on pourrait éventuellement rajouter, on sera capable d'avoir une relation entre la vitesse de déplacement du véhicule en ligne droite et puis la pulsation. Ici, ça veut dire la vitesse de rotation de la roue. V, c'est égal à R oméga. Donc R, on connaît, 30 cm. Si on fait l'application numérique, on trouve 60 mètres par seconde. Donc au-delà de 60 mètres par seconde de vitesse de déplacement du véhicule, on aura ce problème. On aura donc du coup une accélération verticale de l'habitacle qui sera supérieure à 1 mètre par seconde au carré avec un défaut d'excentricité de 0,3 mm. On peut passer ça en km/h pour s'apercevoir que ça fait 216 km/h et que c'est quand même une valeur assez importante. C'est largement au-dessus des vitesses maxi, quoi, même sur autoroute. Donc, en tout cas, là, avec les critères du cahier des charges, on peut s'apercevoir qu'il n'y a aucun problème. Si quand bien même l'utilisateur du véhicule a envie de faire le fou et de rouler très vite, il aura un problème. Il va se sentir pas bien, parce qu'il aura une accélération verticale au-delà de 0 à 1 G, donc il aura des mauvaises sensations.